bien que tu puisses le faire avec les entrées aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup à Ophir et au jury d'Ophir d'avoir primé cette thèse. Je suis très heureux, je suis très honoré. C'est extrêmement gratifiant, surtout après 4 années de recherche en doctoral extrêmement enthousiasmante. Je suis d'autant plus ravi aujourd'hui d'être là que le prix est remis au CMCIC, notamment par Claire Bourgeois, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à 4 ans en arrière, mais aussi avec Lise Moret, grâce à qui une partie de la thèse a été financée. Donc, merci beaucoup. Je vais vous donner un bref résumé de cette thèse pour essayer de vous donner quelques conclusions principales de cette thèse. Donc, cette thèse articule autour de 3 articles. Et comme vous le savez peut-être, il y a 2 principales raisons pour investir sur les actifs verts. La première raison, c'est parce qu'on a des motivations éthiques, non pécuniaires, à détenir des actifs verts. Et la deuxième, c'est parce qu'on a des motivations pécuniaires, on pense que c'est moins risqué d'acheter des actifs verts. Le premier article de cette thèse essaye d'estimer l'impact des préférences non pécuniaires, donc des motivations éthiques, concernant les enjeux environnementaux, sur les rendements obligataires. Est-ce que le fait d'avoir des préférences pour les actifs verts, des préférences non pécuniaires éthiques, va impacter le rendement des actifs obligataires? Pour ce faire, j'utilise des obligations vertes que j'apparie à des obligations qu'on appelle contrefactuelles synthétiques, c'est-à-dire en fait exactement similaires sauf qu'elles ne sont pas vertes, et synthétiques, c'est qu'elles n'existent pas, donc on les construit. L'avantage, c'est que ces 2 types d'obligations ont exactement le même risque, et qu'on peut, à travers une méthode d'estimation en 2 étapes, arriver à identifier assez proprement la part qui est due aux motivations éthiques. Donc en fait, la prime que les investisseurs verts sont prêts à payer pour acheter du vert à risque égal. Qu'est-ce que vaut cette prime? Elle vaut en fait 2 points de base en moyenne sur une période 2014-2017. Donc elle est extrêmement faible. À mettre au regard du rendement des obligations en ce moment, de l'ordre de 1%, 2%, c'est quand même extrêmement faible. Conclusion, la volonté de payer d'investisseurs verts pour détenir du vert pour des raisons non pécuniaires est très faible. Question suivante, deuxième papier. Finalement, est-ce qu'on peut caractériser théoriquement le rendement espéré des actifs lorsqu'il y a des investisseurs verts dans le marché? Alors pour ce faire, je construis un modèle de type CAPM, MEDAF, mais étendu au cas où vous avez 2 types d'investisseurs durables. Le premier, c'est des investisseurs qui font de l'exclusion, par exemple, qui excluent des secteurs controversés. Et le deuxième, c'est des investisseurs qui internalisent un coût d'externalité, par exemple un coût d'externalité environnementale, et de ce fait, ils surpondèrent les actifs qu'ils préfèrent, par exemple les actifs verts, et ils sous-pondèrent les actifs marrons. Et bien dans ce cas-là, je caractérise les équations d'équilibre sur l'espérance de rendement, donc le coût du capital, en mettant en évidence 4 primes qui apparaissent, 2 primes liées à l'exclusion, dont une généralise un travail de Robert Merton sur les actifs négligés, et 2 primes liées à l'intégration ESG, la surpondération, les filtres positifs et négatifs. Et alors pour donner un exemple très concret, eh bien, et assez intuitif finalement, le rendement espéré des actifs verts est plus faible que le rendement espéré des actifs bruns à toutes choses égales par ailleurs, puisque les investisseurs verts sont prêts à accepter un rendement espéré plus faible pour détenir ce type d'actifs. Bon, ça c'est l'intuition derrière une partie de l'équation. L'enjeu est de tester l'équation, de voir si elle est effectivement valide ou pas. Il y a plusieurs gros défis d'estimation. Simplement en un mot, pour estimer l'équation d'équilibre, je passe par les fonds verts en regardant leur détention au cours du temps. Et passer par les fonds verts me permet de construire 3 proxys. Le premier, c'est estimer les préférences des investisseurs pour chaque actif, investisseur vert, en regardant comment est-ce qu'est leur allocation d'actifs et comment est-ce qu'ils dévient du benchmark. Le deuxième proxy qui est construit, c'est simplement la part d'investissement vert au cours du temps. On peut l'approximer comme ça. Et puis le troisième proxy, je suis désolé, je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est un point important, c'est comment est-ce que les préférences pour les enjeux verts changent au cours du temps. Et ça, c'est important parce que c'est une variable omise dans la littérature empirique auparavant, qui faisait qu'on avait un biais majeur, qu'on n'arrivait pas à savoir s'il y avait un lien entre les rendements espérés et la verdure d'un actif, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'on approxime les rendements espérés par un rendement réalisé, eh bien, les changements inattendus des préférences affectent les rendements réalisés, mais n'affectent pas les rendements espérés. Donc il faut absolument contrôler de cette variable omise. Donc passer par les détentions d'actifs des fonds verts permet de construire 3 proxys qui permettent d'estimer cette équation. Et donc en un mot, pour vous donner un exemple, entre 2007 et 2019, eh bien, on met en évidence une prime de l'ordre de 50 points de base en moyenne, 0,5%, entre les entreprises les plus brunes et les plus vertes. Donc les plus brunes ont un coût du capital plus important de l'ordre de 50 points de base. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que cette prime augmente au cours du temps et qu'elle atteint de l'ordre de 1,5% dans les années précédentes, ce qui est assez important. Dernier papier en un mot, si les entreprises qui sont les plus polluantes ont un coût du capital plus important, question, est-ce qu'elles sont incitées à se réformer? Est-ce qu'elles sont prêtes à payer un coût d'abattement aujourd'hui pour devenir plus vertes? La réponse est oui, a priori théoriquement, et oui un petit peu empiriquement. Oui théoriquement, on caractérise théoriquement comment les entreprises réagissent à cette pression qui est induite par l'investissement vert sur leur coût du capital. Et on le valide donc avec mes 2 co-auteurs, Tiziano De Angelis et Peter Tankoff, on le valide empiriquement
en mettant en évidence le fait que, effectivement, oui, statistiquement, juste un mot, les investisseurs verts ont effectivement la capacité de mettre une pression sur les entreprises vertes, et ils le font sur les entreprises à travers le coût du capital, et ils le font d'autant plus qu'ils sont nombreux, que leurs exigences environnementales sont importantes, qu'ils anticipent des réglementations environnementales à l'avenir, et qu'ils anticipent des changements technologiques à l'avenir. Alors on le valide empiriquement, mais on montre que cet effet est faible économiquement, puisque lorsque la proportion d'investisseurs verts double sur une année, donc doubler c'est important, eh bien l'intensité carbone baisse uniquement de l'ordre de 5% sur une année. Donc finalement, l'impact à travers ce type d'investissement qui consiste à surpondérer les actifs verts et sous-pondérer les actifs bruns est significatif mais faible. Donc ça soulève, en un mot, en une phrase, ça soulève des pistes de recherche extrêmement intéressantes, notamment comment est-ce qu'on peut optimiser son impact en tant qu'investisseur, probablement à regarder du côté d'une combinaison entre une forme d'allocation d'actifs bien choisie et de l'engagement actionnarial. Voilà. Merci beaucoup et au plaisir d'en discuter à la fin.